Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Comme chaque mercredi, s'est tenu le Conseil des ministres. L'information majeure, c'est le choix de la date du 2 septembre prochain pour les élections municipales et régionales. Et c'est un rendez-vous attendu des investisseurs. L'agence de notation panafricaine Bloomfield dévoilera le 4 mai prochain la cartographie des risques d'investissement en Côte d'Ivoire. Et puis on vous emmènera à Bouaké pour une immersion sur le chantier de l'autoroute de traversée de la ville. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme chaque mercredi, s'est tenu le Conseil des ministres, un conseil dirigé par le président de la République Alassane Ouattara, avec une annonce majeure, le choix du 2 septembre prochain pour les échéances électorales municipales et régionales. 200 communes et 31 régions sont concernées. Un point de Pierre Dipomella. Les prochaines élections municipales dans les 200 communes et 31 régions en Côte d'Ivoire auront lieu le samedi 2 septembre 2023. Information rendue publique par le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, à l'issue du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant convocation des collèges électoraux pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux en 2023. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, la CEI, ce décret convoque les collèges électoraux à la date du samedi 2 septembre 2023 en vue des élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Initialement prévues pour octobre 2023, ces élections locales couplées ont été avancées en raison de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024, et le tirage au sort des poules courant septembre 2023. Le 4 mai prochain, les investisseurs connaîtront la cartographie des risques d'investissement en Côte d'Ivoire. Ce sera au cours de la 7e édition de la conférence Risque Pays organisée par l'agence de notation financière Bloomfield Investment. Les organisateurs ont fait des précisions sur l'articulation de cette édition au cours de la cérémonie de lancement ce jeudi. Nadia Ija, Joseph Zécré. Le rapport Risque Pays de la Côte d'Ivoire sera publié le 4 mai prochain, au cours de la 7e édition des conférences Risque Pays, organisé par l'agence de notation financière Bloomfield Investment. Ce rapport consiste à évaluer les forces et faiblesses du pays en matière d'investissement grâce à des critères tels que la performance macroéconomique et les finances publiques. L'impact de ce rapport va au-delà de la Côte d'Ivoire, donc c'est un élément qui aujourd'hui sert des discussions régionales et internationales sur l'attractivité de ce pays-là en tant que pays leader de la sous-région. La perception de l'extérieur sur les pays africains était une perception un peu biaisée. Un peu biaisée pourquoi? Par la méconnaissance du continent. Et la conséquence de ça, c'est que ça renchérissait le coût de l'emprunt pour les sociétés africaines, pour les pays africains. Et évidemment, ça rendait le continent moins attractif vis-à-vis des IDE. La conférence Risque Pays cette année va s'articuler autour de 4 panels portant sur diverses thématiques, dont la stratégie de décentralisation économique, l'éducation, l'économie culturelle et l'environnement politique. Ces thèmes, nous les mettons en relief dans une approche contradictoire et une approche constructive de débat d'idées, sans émotion naturellement, pour pouvoir sortir des solutions. Avec une note de 6,2 sur 10 obtenue l'année dernière, la Côte d'Ivoire, qui s'est située dans la catégorie de risque faible et donc attractive pour les investisseurs, espère garder le cap. Au cours de ces 6 dernières années, le pays a obtenu des notes de risque modérées à faibles sur une échelle de 0 à 10. En Côte d'Ivoire, un adulte sur 10 est atteint d'insuffisance rénale chronique. Cette maladie, dont les causes sont dominées par l'hypertension artérielle, le diabète, le VIH-Sida, ne touche pas que les adultes, tous les âges. Pour endiguer le phénomène, l'Association des femmes chercheurs et enseignantes de Côte d'Ivoire et le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale ont organisé ce 20 avril une journée de dépistage des maladies non transmissibles à l'Institut national de santé publique. Issa Koné, Eric Kimou. S'il existe un moyen de prévention de maladies non transmissibles, c'est bien le dépistage.
L'Association des femmes chercheurs et enseignantes-chercheurs de Côte d'Ivoire, AFEMSI, engagée pour la lutte contre l'insuffisance rénale, consacre 2 jours de campagne de dépistage. Objectif, former, prévenir et sensibiliser les femmes chercheurs de l'AFEMSI et les autres chercheurs sur la santé rénale. Après la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la femme, il était important que l'AFEMSI se penche sur la lutte contre l'insuffisance rénale et toutes les maladies qui sont les causes de l'insuffisance rénale. En partenariat avec le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, avec l'Institut de santé publique, cette première journée avait pour thème « La santé rénale pour tous, se préparer à l'inattendu, soutenir les personnes vulnérables ». Chez l'enfant, il faut traiter toutes les affections de la sphère ORL. Chez les adultes, ce sont des maladies qui sont déjà connues. C'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est le VIH. J'ai aussi insisté sur le fait que les femmes en âge de procréer, elles doivent faire toutes les consultations prénatales prévues par le programme de protection de la santé maternelle et infantile. Une opportunité pour les femmes de l'AFEMSI, des professionnels de la santé rénale et toute personne qui veut connaître l'état de sa santé rénale afin de prévenir ce tueur silencieux. C'est vrai que je suis jeune, mais j'ai pensé qu'il fallait m'informer sur les risques de contamination des maladies. C'est vrai que ce n'est pas transmissible, mais c'est caché. Donc savoir comment ça se transmet et comment me prévenir aussi, pour informer mes enfants demain. Cette campagne s'inscrit dans la dynamique de la Journée mondiale du rein qui s'est tenue le 9 mars dernier. À travers donc ces 2 jours de campagne qui se tiennent du 20 au 21 avril, l'association entend former les professionnels de la santé sur le traitement et la prévention des maladies métaboliques. Et puis on revient sur la question des élections régionales qui, on le rappelle, se tiendront le 2 septembre prochain. Le RHDP vient de lever le voile sur sa liste de 31 candidats, une liste sur laquelle on retrouve des cadres du parti, dont le Premier ministre Patrick Hachi et 8 autres membres du gouvernement. La seule femme à y figurer est Anou Loto, la ministre de la fonction publique. Thierry Dardier. Le RHDP, Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, prêt pour le scrutin régional du 2 septembre prochain. Son commando de 31 cadres à ces élections locales est désormais connu. Le parti au pouvoir couvre ainsi l'ensemble des régions en lice, avec des candidats officiels, définitifs, qui, de l'avis du secrétariat exécutif, sont des choix de raison. Le président de la République a une claire vision de ce qu'il veut pour nos régions. Et il sait, plus que quiconque, les cadres qui peuvent porter ses ambitions, ses projets, ses espoirs pour la Côte d'Ivoire. Il y a ce qu'on aime et il y a ce qui est bon pour la communauté, pour le parti. Le choix du président, c'est un choix de raison. Face aux contestations éventuelles, le secrétaire national en charge des affaires juridiques appelle à l'union des intelligences et des forces pour gagner le maximum de régions et de mairies et, partant, confirmer la position de première force politique du pays. Le président Ouattara a tout donné à la Côte d'Ivoire. À notre tour de lui être reconnaissant. Et cette reconnaissance doit se manifester par obéir à ses choix, dans la sérénité, dans la confiance. C'est un homme, il peut se tromper, mais le président Ouattara se trompe rarement. Le militant doit avoir à l'esprit le parti et non les individus. Quant aux personnes choisies, je voudrais les inviter à faire preuve d'humilité. Les élections régionales étant couplées avec les municipales, la liste des porte-étendards du parti présidentiel, elle, va être dévoilée demain jeudi. À l'exception de 2 régions, à savoir la Maraoué et le Béret, où ont finalement été retenus Zorobi Balo et Moussa Dosso, un lieu et place de l'ex-ministre Adama Koné, et Nanga Djomon Koné, les candidats préalablement retenus par le directoire ont vu leur choix confirmé. La ville de Bouaké est en pleine transformation, une transformation qui passe aussi par la modernisation du réseau routier. Ce soir, on vous propose une immersion autour des 8,7 km d'autoroute de traversée de la ville. C'est un sujet qui vous est proposé par Thierry Dardier. Bouaké, chef-lieu de région du Béquet, la 2e ville du pays et capitale du centre ivoirien, fait peau neuve. Au cœur de cette fière allure, plusieurs chantiers routiers dont l'autoroute de traversée. À peine le corridor sud franchi,
Les usagers ont désormais droit à une voie express en 2 fois 2 voies. Un chantier qui se raccorde ici à la bretelle de l'autoroute de contournement de la ville. Nous avons fait un boulevard aménagé en ville. En plus des 2 fois 2 voies et du terre-plein central, nous avons des aménagements à côté. On a fait des trottoirs avec un aménagement paysager, des poubelles qu'on a posées et des bancs pour permettre un temps soit peu à quelqu'un qui n'est pas trop bien portant, lorsqu'il vient pour emprunter un taxi ou un baka, il peut s'asseoir un peu en attendant son véhicule. Tout le long de la voie, des aménagements déjà réalisés. À une centaine de mètres du premier point d'intersection des 2 chantiers, la première bande de passage piéton. Des aires méconnues, voire ignorées. Même constat au carrefour du marché Dar es Salaam. Ici, le mépris de la bande pour les piétons est perceptible malgré le danger encouru. À quelques pas de là, sur la dernière section menant au corridor nord, des agents s'affairent à poser des digues de sécurité. Ces dispositifs participent à la prévention des accidents sur cette voie qui passe à 3 fois 3 voies sur cette tranche du projet. Nous sommes ici dans la zone des travaux de pose des GBA, les glissières en béton armé. Nous avons constaté qu'après la pose des bordures, il y a des usagers qui traversaient, il y a des véhicules qui avaient tendance à traverser pour aller de l'autre côté. Le poids lourd, quand il se voyait un peu serré, il traversait. C'est ce qui nous a amené à poser des glissières en béton armé dans le TPC, le terre-plein central. C'est un béton qui a une hauteur de 50 cm. De là, au corridor nord, les travaux vont bon train. Des ouvriers s'affairent à mettre hors du chantier les débris de l'ouvrage. Sur les lieux, un plaidoyer. La poursuite de l'ouvrage de la sortie nord à l'autoroute. Nous souhaitons qu'on songe à faire ce raccordement en 2 fois 2 voies jusqu'à la sortie de l'autoroute. Sur une distance d'environ 15 km jusqu'à la sortie de l'autoroute à Bamoro. Rentrer dans une ville en 2 fois 2 voies et ressortir en 2 fois 1 voie. Vraiment, il y a un encombrement du trafic qui sera de ce côté. Avant la réception de ce chantier d'autoroute de traversée de 2 fois 2 voies avec terre-plein central sur une section et 3 fois 3 voies sur une autre section, les populations jubilent. On peut dire grand merci au gouvernement, avec à la tête le président Alassane Ouattara, qui a fait des réalisations vraiment... Nous sommes dépassés du site de Bouaké. C'est la première fois qu'on voit une telle réalisation dans notre ville. Sincèrement, c'est un bon projet. Vraiment, ça nous a beaucoup arrangé. Que ça continue comme ça. Avant, vraiment, c'était un peu... La voie était petite. C'était un peu compliqué. Le président de la République, dans son vaste projet, a voulu donner fier à lui à certaines grandes villes de la Côte d'Ivoire, dont Bouaké. C'est un projet que nous avons nourri depuis 3 ans et nous sommes en train de voir la fin du projet maintenant. Je pense que dans 1 mois maximum, on aura la livraison de l'ouvrage. D'un linéaire de 8,7 km, cet ouvrage de modernisation du réseau routier de Bouaké est à un taux de réalisation de plus de 70%. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a lancé cet après-midi à Grand-Bassam la phase 2 du contrat de désendettement et de développement emploi des jeunes pour la région du Sud-Comoé, en présence de plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 820 jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans qui bénéficient de ce projet pour un budget de 513 millions de francs CFA. Salif Yalekwe, Mathurin Badé. C'est en 2012 que l'État de Côte d'Ivoire, avec la contribution du gouvernement français, a développé, dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, dénommé CDD, le projet C2D Emploi des jeunes qui nous réunit cet après-midi. À ce jour, ce sont 46 272 jeunes qui ont bénéficié de ce projet à travers donc, la phase 1 achevée en 2021 et la phase 2 en cours donc, pour un financement global de 48,76 millions d'euros, soit 32 milliards de francs CFA. La cérémonie de lancement du C2D Emploi des jeunes pour accompagner à l'auto-emploi 820 jeunes de la région du Sud-Comoé
par l'activité génératrice des revenus ou la micro et petite entreprise pour un montant global de 513 476 000 francs CFA est la manifestation parfaite de ce lien de partenariat très fort entre nos deux pays dans le cadre de la mise en œuvre du programme Jeunes du gouvernement 2023-2025. Le PGGouv 2023-2025 est évalué à 1118 milliards de francs CFA sur la période et est articulé autour de 3 axes que sont l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, axe 1, le renforcement de l'engagement citoyen et l'éthique sociale de la jeunesse, axe 2, et l'amélioration des conditions d'épanouissement et du bien-être des jeunes, axe 3. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Christophe Béliard, pour sa part, a réitéré la volonté de la France d'accompagner la Côte d'Ivoire dans l'insertion professionnelle de sa jeunesse. Dans la foulée, il a annoncé la signature de la phase 3 du C2D en juin prochain. Les jeunes disposeront d'un appui financier compris entre 100 000 francs CFA jusqu'à 1,5 million de francs CFA en fonction de la qualité et de l'importance de leur projet, mais aussi et peut-être surtout d'un accompagnement technique pour l'élaboration de leur business plan et la formalisation de leur projet sur une période allant jusqu'à 24 mois. Le 3e C2D va être signé dans les prochaines semaines à Korongo, au mois de juin, et il bénéficiera à plus de 80 000 jeunes, femmes et hommes, et couvrira toutes les régions de Côte d'Ivoire. Le président de l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, Eugène Aka-Awele, président du Conseil régional du Sud Comoé, et le maire de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot, se sont réjouis de toutes ces initiatives en faveur de la jeunesse ivoirienne, notamment celle de leur localité. Les jeunes, quant à eux, saluent ces politiques et ont partagé à cette occasion leurs expériences. Dans le cadre de l'année de la jeunesse, ce sont 360 milliards qui sont prévus pour les investissements en 2023. Les initiatives seront multipliées au profit des jeunes de toute la Côte d'Ivoire. Après les 4 séances qui ont eu lieu tous les lundis de ce mois de Ramadan, les Assises du Savoir referment leurs portes. Pour la dernière rencontre qui s'est tenue lundi, il était question de fraternité et de coexistence religieuse. Nikema Moussa, Joseph Zécré. Après 4 sessions placées sous le signe de la fraternité et de la coexistence religieuse, les Assises du Triomphe du Savoir referment ses portes. Organisées par Nasrullim Côte d'Ivoire, l'objectif de ces rencontres est de promouvoir un islam de paix et de tolérance. Les conflits sont inhérents à la vie des communautés. Et c'est ainsi que nous avons créé la conférence de cette année sous le leadership islamique, prévention et gestion des conflits. Et nous pensons avoir porté un message haut et fort et nous allons espérer que les gens ont compris et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Qu'on soit musulman et chiite sunnite, on se retrouve. Nous parlons le même langage. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est des frères, c'est des sœurs, c'est la symbiose, c'est l'entente parfaite. Moi je prie, dès qu'on sort de là et que, Inch'Allah, cette réflexion-là reste pendant tout le temps. Expression de cette coexistence religieuse, la clôture de ces assises a vu la participation des membres d'autres confessions religieuses. C'est un signe d'amour, de fraternité. Et c'est ce qu'on nous demande tous, dans toutes les congrégations religieuses, qu'il n'y a pas de distinction, et que tous nous sommes un dans le Seigneur. C'est pour moi l'occasion d'intégrer, de connaître des rites nouveaux pour moi, et je pense que c'est très important dans un monde où la différence est de toute façon là, et il ne suffit pas de la gommer, il suffit de se rencontrer pour éviter tout jugement. Les Assises du Triomphe du Savoir est un concept créé par le mouvement spirituel Nasrullim Côte d'Ivoire, avec à sa tête Cheikh Chérif Oumar Abdulaziz. Selon ce dernier, le mouvement a pour vocation de promouvoir les valeurs spirituelles et sociales à ses adeptes, qui sont environ 2 millions sur l'étendue du territoire national. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous avec Evelyne Débat. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur NCI.